je commence? Oui, ok. Donc, Éléonore Crespo, donc, effectivement investisseur chez Index. Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez Index, qui est donc un fonds européen et aussi US. Donc, on est basé en fait entre Londres et San Francisco. Et on est investisseur à partir de la série A. Donc, on fait série A, série B, série C. On vient d'annoncer un fonds qui fait 1,6 milliard de dollars. Et donc on a fait beaucoup d'investissements, notamment Spendesk l'année dernière à l'automne. Le dernier investissement en France, c'est Alan, que vous devez sûrement connaître et utiliser aussi. Et d'autres investissements en Europe, on a des Deliveroo, des Revolut, Adyen qui vient de faire son IPO, aux États-Unis, des Slack, des Dropbox, des Uora, etc. Donc beaucoup de boîtes en fait qui potentiellement à terme peuvent valoir 1 milliard. Donc c'est un peu, je pense qu'on va en parler d'ailleurs parce que le sujet est sur la levée de fonds, donc un petit peu les philosophies des fonds, je pense que c'est un sujet qui est assez important aussi. Mais nous, on est après des boîtes qui peuvent potentiellement devenir des stand-alone business et faire des IPO. Voilà, en quelques mots. Ok, alors moi c'est Elodie Agilakis, donc je suis le CFO de 360 Learning. Alors en termes de parcours, moi j'ai fait de l'audit transaction services, donc j'étais en cabinet avant d'intégrer 360 Learning il y a 3 ans. Donc 360 Learning, je ne sais pas si vous connaissez, donc je vous présente rapidement pour vous dire ce qu'on fait. Donc c'est une Learning Engagement Platform, c'est donc une plateforme de formation qui permet de créer des modules de manière facile, qui est pensée comme un réseau social. Et donc quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas, je pense que je me suis assez présentée. Vas-y Romain. Moi Romain Bichet, donc CFO d'Aircall. En gros j'ai rejoint Aircall il y a 1 an et demi, du coup j'ai participé à la série D là, qu'on a closé, qu'on a dû annoncer en mai de 29 millions. Et sinon Aircall c'est une solution de téléphonie pour entreprise 100% dématérialisée, intégrée avec CRM que certains d'entre vous utilisent peut-être pour leur support client ou commerciaux. Peut-être avant de commencer, j'avais une question un peu pour tout le monde, c'était de voir à quel stade vous en étiez des boîtes. Donc peut-être si vous voulez lever la main pour qu'on comprenne un petit peu aussi, pour orienter un peu aussi la discussion, qui a déjà, donc qui est par exemple en mode seed, qui ne va pas encore lever de seed. D'accord. Série A, qui est on va dire série B, du coup. D'accord. Et encore plus. D'accord. Très bien. Ok. Donc en fait, l'audience est assez homogène, j'ai l'impression. Et qui a participé à une levée de fonds et qui est en gros arrivé suite à la levée de fonds et du coup n'a pas participé à la levée de fonds? Donc qui a participé? Qui a participé versus qui n'a pas participé jusqu'à arriver après. Donc vous allez participer, tous les deux déjà, à une levée Participer de fonds. déjà, ouais. D'accord. Et toi aussi, oui. Pas dans ma boîte. D'accord. Ok. Et les autres, vous n'avez donc jamais fait encore de levée de fonds et vous venez, j'imagine, plus ou moins d'arriver dans la boîte, du coup, peut-être pour préparer la levée qui arrive. Très bien. Super, bah écoutez, je pense que du coup le sujet va être intéressant parce que Elodie et Romain ont quand même beaucoup de choses à partager sur leur expérience là-dessus. Yes. Et du coup, en termes de structure, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire une première partie, ça allait être les calendriers, le timing, et ensuite on allait en fait redescendre les différentes parties de la levée. On va vous partager nos expériences et en plus avec la vision de quelqu'un dans un fond, donc ça va être assez intéressant. Et à la fin, la dernière partie, c'est et si c'était à refaire, donc qu'est-ce qu'on aurait, quelles sont nos fiertés et qu'est-ce qu'on aurait, on aurait mieux fait si on avait su. Super, ouais, donc du coup, peut-être pour commencer un petit peu sur le timing, moi je peux vous dire un peu ce que je vois et ce qu'on voit un peu sur le marché. Je pense qu'il y a 3 types de process que j'ai pu voir et Elodie et Romain ont d'ailleurs des types un peu similaires, tous les deux finalement, qui sont dans un type. Il y a le premier qui est en fait ce qu'on a en fait réalisé d'ailleurs avec Rodolphe, parce qu'on aimait tellement Spendesk qu'on a décidé de préempter. Donc ça c'est le premier type, donc c'est les CEO qui ont déjà rencontré plusieurs fonds, qui ont commencé à avoir des relations très, très fortes avec certains, et donc qui décident les investisseurs décident du coup de faire le process très rapidement avant tout le monde. Et là c'est un gros avantage en fait pour vous parce que souvent ça signifie beaucoup moins de travail aussi sur le roadshow, etc. Donc on en reparlera, mais c'est quelque chose que je vous conseillerais aussi de faire, ne pas hésiter à pousser votre CEO à passer un peu de temps avec les meilleurs fonds si possible pendant un moment avant, apprendre à se connaître pour arriver potentiellement dans cette situation qui est, je pense, assez confortable pour tout le monde. Le deuxième type, ça va être le type en fait qui est souvent, qui est le plus fréquent,
qui est donc ce que Elodie et Romain ont vécu, qui vont vous expliquer, qui est vraiment un process assez standard où on va avoir une grosse préparation avec après un long roadshow et puis derrière, voilà, ça va prendre quand même plusieurs mois. Ils vont vous expliquer que pour eux, ça leur a pris vraiment un temps assez important. Et le dernier type en fait que certaines boîtes arrivent à faire, comme des boîtes comme Front et Alan par exemple, que vous devez connaître, Alan on l'a fait, c'est des boîtes qui en fait ont décidé de dire ok, on sent qu'on a beaucoup d'intérêt des investisseurs et donc le process va se faire en 2 semaines. On veut avoir reçu une term sheet en 2 semaines et ciao quoi. Donc ça il faut avoir quand même on va dire je sais pas comment on appelle ça, mais l'ambition de le faire parce que ça peut aussi passer ou casser parfois, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus parce qu'effectivement le process de levée de fonds est très je dirais pas painful, mais il prend énormément de temps et il est très exigeant. Mais pour arriver à ça, en fait, il faut quand même savoir que Front, Alan ou des boîtes comme ça ont quand même passé avant, je pense bien 2 mois à préparer ça pour arriver à faire un roadshow aussi. Mais on va en discuter. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Et après, le deuxième point, c'était un peu sur le timing aussi. Donc vous êtes à des stades un petit peu différents. Souvent, les CFO arrivent d'ailleurs un peu pré-série B. C'est souvent un petit peu le moment où on commence à avoir besoin d'avoir une structure un peu plus financière. Et pour vous dire un petit peu les étapes, mais ça vous regarde moins, je pense que c'est plutôt un sujet CEO. Souvent en série A, ce qu'on va attendre, et c'est ce qu'on a vu par exemple donc avec Spendesk, c'est une boîte où voilà, on commence à avoir un super product market fit, où en seed on était plus au stade un peu de l'idée et du développement produit. Et donc c'est à ce stade-là qu'on commence une série A. Et la série B va arriver au moment où là, on sent que les choses s'accélèrent, où on a souvent envie de partir par exemple à l'international, d'agrandir son marché, qu'on a une équipe qui fait déjà, on va dire peut-être 30-40 personnes, et où on se dit là, il faut y aller, on veut vraiment booster le truc. Il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs qui ne lèvent pas de série B, hein, il y a très peu de boîtes qui arrivent à ce stade-là, où on y va, et là, on met en place quelque chose, un vrai process pour avancer, et une série B, ça arrive souvent à partir d'une levée de 15 millions, comme vous devez sûrement le savoir. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma vision. On pourra parler évidemment après hein, si vous avez des questions, mais je pense que c'est plus intéressant pour vous aussi d'entendre un peu les histoires de 360 et Aircall. Alors nous, en termes, je crois qu'on a mis 7 mois entre le moment où on a vraiment commencé à dire avec Olivier, le CEO, vas-y, le timing est bon, parce qu'il y a beaucoup une histoire aussi de timing. Bref, il y a quelques éléments à regarder, on peut en discuter, mais entre le moment où on a dit ok, on y va, on essaie de rentrer dans le process de levée, et le moment où on a fini la levée, il y a au moins 7 mois je pense, on a commencé en novembre, on a fini en mai, et j'ai l'impression que c'est assez standard quoi. On peut toujours se dire qu'on est mauvais et qu'on est dans le haut de la fourchette, mais la réalité je crois que c'est assez standard. Si on découpe, on a dû faire, et ça va être la structure un peu qu'on va utiliser après, mais 2 mois de préparation à peu près, quoi, novembre, décembre, 2-3 mois de roadshow, donc janvier, février, mars. Et après, il y a un peu 2 mois d'audit, de recevoir les fonds et d'annoncer, de faire le PR qui va avec. En gros. Voilà. Et moi, je suis clairement dans le deuxième type qui est très le type roadshow, la longue liste de 50 invests, vas-y, qu'on se tape les uns après les autres. Moi c'est pareil, je suis aussi dans la version longue et pénible de la levée. Alors moi juste, je vous parle de la levée, par contre elle n'est pas annoncée. Donc je ne peux pas vous dire les qui, et je ne peux pas vous dire combien, mais je peux vous dire que c'est une série B. Voilà. Donc j'ai plus partagé mon expérience qu'autre chose. Et sinon, moi du coup aussi c'était pareil, c'était 8 mois, ça a commencé en juillet, ça a fini juillet, ça a fini fin février, donc c'est pareil, un peu plus de 8 mars, pardon. Donc ça a duré 8 mois avec exactement les mêmes phases qu'on va décrire juste après. Voilà, sinon, alors du coup, si on parle de la préparation, Ouais, si vous avez des questions. oui, ouais, bien sûr. À la fin, comme vous avez Si peut-être, du coup donc il y a 3 typologies, mais alors comment est-ce qu'on choisit, ou comment est-ce que ça s'impose à nous, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur comment vous avez opté sur les différentes
Alors, moi j'ai plutôt l'impression que ça s'impose à nous en fonction de la préparation d'avant. Effectivement, si le CEO, j'imagine, n'a pas fait le travail d'avoir ses 10 invests principaux et d'avoir justement développé les relations de manière simple, enfin je veux dire la manière la plus évidente en fait c'est la deuxième solution où c'est le grand roadshow, etc. On n'a pas choisi. Ouais, je pense d'où l'importance de ce que je disais aussi de ne pas hésiter aussi je pense à pousser votre CEO à faire ce genre de choses parce que je pense que en tant qu'investisseur en tout cas la façon dont on travaille c'est assez simple, c'est comment dirais-je, on aime une boîte parce qu'on l'a vu plusieurs fois et qu'on arrive vraiment à comprendre son histoire et qu'on arrive vraiment à voir justement cette courbe d'apprentissage et de comment on appelle ça, d'exécution qui est exceptionnelle. Et donc si le CEO, je pense, ne fait pas un peu ce travail, on va dire, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, de préemption avant, ça va être plus compliqué, effectivement les choses vont prendre plus de temps parce qu'il va falloir créer toutes les relations au moment de la levée. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important, mais effectivement en tant que CFO, vous n'avez pas un immense rôle, on va dire, à jouer là-dedans, mais il ne faut pas hésiter, je pense, à pousser dans cette direction. Voilà. Et évidemment aussi, ce qui est hyper important pour que les choses se passent le plus vite possible, et on va en reparler après, votre rôle, par contre, qui est primordial, ça va être de faire un travail de préparation exceptionnel pour limiter au maximum la taille du roadshow. Parce que si les data et les Q&A, etc. ne sont pas absolument prêts avant le début du roadshow, c'est là où les choses, on va s'en mêler les pinceaux et on va partir dans un truc qui va prendre du temps. Donc pour moi, c'est ça aussi qui est très important, c'est d'essayer d'anticiper les besoins. Et pour ça aussi, je pense ne pas hésiter, quand le CEO peut rencontrer parfois certains fonds privilégiés, d'assister au meeting prélevé avec lui pour aussi de comprendre la philosophie des fonds avec qui il discute pour préparer au mieux justement la suite. Ou alors communiquer énormément avec lui pour comprendre aussi ses besoins pour la levée. Voilà. Je pense que ça, c'est très important. Ouais, nous sur les trois typologies, en effet, on s'est retrouvé dans la situation où on n'avait pas vraiment de discussion très proche avec certains fonds, donc à partir de ce point-là, pas trop de préemption possible, donc tu pars dans la deuxième. Et après la troisième, je pense, on essaie de bucketiser, mais la troisième, c'est pas non plus blanc ou noir, où forcément tu essaies de mettre un peu la pression au fond en termes de timing, en disant, moi les gars, là je vois tout le monde, moi je vais une term sheet dans un mois max. En tout cas, c'est le calendrier qu'on se fixe, essayer de respecter ça. Plus tu le raccourcis, plus tu prends des risques de te retrouver comme un con au bout de 2 semaines et pas de term sheet, et là tu es obligé de retoquer à la porte de tout le monde en disant, bah, c'était une blague. On en accepte quand même après, quoi. Faut être sûr de soi. Plus le timing est court, plus il faut être sûr de soi sur la dynamique du business, le fait qu'il y a des fonds qui font des term sheets, ainsi de suite. Le côté préemption, j'imagine que c'est en fait, on a clairement pas notre mot à dire, c'est effectivement il y a eu un travail de dialogue régulier et en fait c'est le fonds qui vient vers nous en disant écoutez, je ne sais pas si vous voulez de l'argent maintenant, mais nous on est prêts et on... Exactement. Donc voilà, c'est beaucoup c'est de l'inbound, il n'y a pas vraiment de... Exactement. Voilà. Et qu'est-ce qui permet, je pense que la question est assez difficile, Anne a beaucoup communiqué autour du process court et du fait qu'ils aient réussi à faire ça en 2 semaines. Du coup, vous en croire artificiellement que c'était tout à fait faisable pour tout le monde. Qu'est-ce qui, selon toi, leur a permis de faire ça, Alors, le fait que le produit est très chouette Oui, voilà. Après, la réalité aussi, c'est que il y a plusieurs types de fonds, il y a plusieurs types de boîtes. Et en fait, il y a aussi très peu de boîtes qui ont le potentiel, par exemple, donc pour des fonds comme nous, comme des Axel, des Balderton, etc. Il y a très peu de boîtes en fait qui ont le potentiel à terme de valoir 1 milliard. Et donc, quand une boîte est sur un gros marché, voilà, comme eux, avec finalement très peu de concurrence, etc., c'est beaucoup plus simple aussi d'arriver à faire ce process court. Et ça va être beaucoup plus difficile pour des boîtes qui ont un peu plus de concurrence, où le potentiel d'expansion n'est pas aussi clair que... Donc, effectivement, voilà. Pour autant, moi, j'ai suivi donc, de très près ce qu'ils ont fait et je trouve qu'ils ont été absolument excellents à vraiment streamliner le process et, comme je vous disais, d'avoir une préparation absolument exceptionnelle en avance de phase. On avait vraiment tous les documents qu'il nous fallait pour en tout cas se faire la conviction qu'on voulait. Par ailleurs, Jean-Charles a été aussi très bon justement à nous rencontrer plusieurs fois avant, donc justement pour
pour être limite dans un process de préemption. Et donc il savait, en fait, il avait aussi gaugé de l'intérêt, il y avait déjà des fonds qui avaient essayé de préempter le tour avant, et donc c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de faire ça aussi. C'est parce qu'il avait eu déjà plusieurs term sheets qui avaient été posés sur la table, donc il savait très bien que le process pourrait être très compétitif et se passer en très peu de temps. Et en réalité, ouais, je pense nous on a pris la décision en 1 semaine et demie, donc c'était très très rapide. Et vous, le document qu'il vous faut pour prendre ce genre de décision, c'est quoi? J'imagine qu'il y a un pitch deck, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous reposez énormément sur la data ou sur comment fonctionne la boîte dans les process, etc. Alors, je pense que la première partie qui est absolument essentielle, c'est effectivement d'essayer de comprendre quelles vont être toutes les questions possibles et imaginables sur le marché de manière très macro de votre boîte, et vraiment toutes les questions qu'un VC va se poser de manière naturelle. Donc, quel est le product market fit? Quelle est la taille du marché? Quelle est la concurrence en place? Pourquoi on est différent? Qu'est-ce qu'on apporte? Pourquoi on est contre Ariane? Quelle est l'équipe? Vraiment les questions de base, mais que parfois on oublie de vraiment détailler, et ça je trouve que c'est génial si vous pouvez faire des documents qui présentent vraiment dans tout son ensemble ce qui fait la valeur de la boîte que vous représentez. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, on en parlait d'ailleurs hier avec Elodie et Romain, c'est effectivement préparer une très belle data room en avance aussi, parce qu'il y a des choses qui vont vous être demandées, surtout à partir, alors là je parle beaucoup à partir de la série B, parce que quand on est en série A, souvent il n'y a pas tant de data que ça encore, les boîtes sont encore un peu jeunes. Mais à partir de la série B, avoir vraiment toutes les datas, ou pareil, les questions qu'un VC se pose pour savoir si un business va scaler. Donc par exemple, toutes les datas sur les cohortes, sur le churn, que ce soit, et c'est pareil en B2B ou en B2C, hein, mais les datas un petit peu sur les customers, sur tout ce qui est évidemment revenu, tout ce qui est KPI, les principaux KPIs que vous traquez, etc. Je pense que si vous avez tout ça de près en avance, c'est évidemment clé et ça va apporter beaucoup de facilité par la suite. Et on parlait aussi de la façon dont on écrit les choses, mais on va en reparler après. Alors du coup, on passe un peu d'un sujet à l'autre, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi une question sur laquelle on va revenir, c'est est-ce qu'on écrit une histoire versus apporter de la data un peu brute, mais on va revenir dessus après. Ouais, je pense que là, on a commencé à bien rentrer dans la partie préparation, mais en effet, indépendamment de sortir les datas, moi je pense qu'il nous a pris beaucoup de temps et on l'a fait pour le pas très bien, parce qu'on l'a un peu fait au fur et à mesure, mais c'est écrire une histoire, quoi. Et c'est là où avoir la data brute c'est bien, mais avoir toute l'histoire et justement avec la suite de set de KPI qui intéresse les invests, par exemple, pas avoir un churn brut, mais avoir une histoire aussi de le churn, il est à ce niveau-là, quand on breakdown by segment, en fait on voit ces trends-là, et donc on est hyper à l'aise pour dire que dans le futur, il va aller dans le bon sens, et ainsi de suite. Et c'est ça qui prend du temps, et il faut se poser avec chacun, et ce qui permet aussi d'affiner vachement l'histoire, d'avoir une histoire hyper cohérente. Et quand les invests regardent la data, c'est hyper cohérent par rapport à ce qu'on leur a dit, qu'on a les bonnes réponses à apporter pour les rassurer sur les différents points qu'ils pourraient avoir. Et ouais, ça je pense qu'enfin, je sais pas, dans les Alan Front, Index, dans quelle mesure ils avaient, Spendesk, dans quelle mesure ils avaient justement fait ce travail préparatoire avant, qu'ils ont un peu enlevé des 2 semaines de pur process, mais qui au final, nous, dans la manière dont on voit le truc, on les inclut. Et je rajouterais aussi que du coup, à partir du moment où vraiment on fait ce travail préparatoire avec les KPI qu'on a listés en fonction de, moi par exemple, je suis en mode SaaS, donc il y a une liste KPI SaaS qui sont obligatoires à montrer, que l'on suit de notre côté, etc. Il y a aussi, c'est que le CFO, en fait, il va être cherché après par les VC en disant telle ligne, pourquoi il y a telle variation, etc. Et en fait, déjà, ça donne une bonne image de pouvoir répondre tout de suite, premièrement, mais aussi, en fait, il faut vraiment maîtriser ces chiffres un à un et être capable d'expliquer chaque ligne, chaque variation. Et ça, c'est un travail de fou. Parce que mine de rien, quand on est en board et qu'on explique globalement les variations, c'est un premier travail, mais là ça va être un travail très minutieux où en fait le VC va essayer de tester en fait si d'une part les KPI sont bien calculés et si on maîtrise en fait notre business. Et ça c'est un vrai travail vraiment qu'il ne faut pas négliger et que nous on s'est vraiment beaucoup posé, on a vraiment beaucoup réfléchi sur le sujet. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais bon, c'est un peu le message global qu'on dit tous les trois sur le sujet. Et je pense que c'est un travail qui est d'ailleurs super intéressant de manière générale. Je pense que ça reste, en tant que CFO, moi personnellement je pense que si j'étais CFO c'est un travail que j'adorerais faire parce que ça fait vraiment poser toutes les questions sur justement des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant, exactement ce que tu dis, quoi. Est-ce que le business finalement fonctionne bien comme ça ou est-ce qu'il y aurait des aspects justement à changer d'ailleurs post-levée de fonds parce que cette raison et est-ce qu'on traque les bonnes choses aussi, quoi. Donc
pense que ça fait vraiment poser beaucoup de choses intéressantes. Le dernier point que je rajouterais, c'est assez itératif, mais quand on commence, généralement, on overlap un peu forcément la partie plus roadshow, la partie préparation, quand on va commencer à faire des premiers meetings avec les éléments qu'on a. Et il y a un côté un peu itératif, quoi. On va avoir des premiers feedbacks des fonds en disant tiens, je suis out du process pour telle raison. Pas hésiter à bien prendre ce feedback-là et à se poser les bonnes questions à dire ok, il n'a rien compris à mon business, et de toute façon on n'en voulait pas donc c'est parfait. Mais c'est de dire en effet il me pose ça comme question, ça veut dire que potentiellement on l'a mal expliqué ou en tout cas ça lui a fait peur. Si ça lui a fait peur à lui, probablement ça fera peur à d'autres. Donc un peu pas hésiter à retravailler l'histoire là. Et je sais qu'on a le pitch deck, on l'a retravaillé 20 fois, un peu en modifiant des trucs, l'histoire, pour justement effacer certains points, rassurer d'autres, en mettant d'autres. Et pareil sur la manière d'expliquer, je sais pas, le churn, la grosse margin. Et puis en vrai, c'est hyper intéressant parce que quand on parle avec les VC et ils font des retours sur votre deck, bah c'est à ce moment-là tu dis ah bah oui, non, mais bien sûr, peut-être que mes cohortes j'aurais pu les organiser comme ça, etc. Donc même en fait plus tard, il n'y a pas parce que évidemment la levée c'est important, mais aussi pour la gestion de son business après. Moi je sais qu'en discutant avec les levées, avec les certains VC, je me suis rendu compte ah bah ouais mes cohortes j'aurais pu les faire comme ça, etc. Et c'est aujourd'hui des KPI que j'utilise, donc en fait on les retravaille et en fait c'est pas juste uniquement pour la levée, en fait on va l'utiliser après. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur la partie préparation ou on passe à la partie roadshow? Est-ce qu'il y a des shortcuts que vous auriez pu prendre à posteriori? Donc, outre le fait effectivement de préparer bien en amont tout ce qui est data room et le tracking des KPIs, des choses comme ça, est-ce qu'il y a d'autres choses où si vous deviez le faire différemment? Moi, en fait, je sais qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet et je pense qu'on est même allé un peu trop loin, en fait. Parce qu'en fait, on a vu des... Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut avec le KPI? On s'est retrouvé avec des fichiers de KPI, des centaines de lignes de long. Et en fait, bon, c'était intéressant. Mais c'est vrai que c'était un peu inutile et je pense qu'on a fait quelques nocturnes pour rien. Parce qu'on aurait peut-être dû se concentrer sur quelques KPI qui étaient peut-être un peu plus impactants. Et parce qu'après, il y a des VC en fait, qui nous ont dit non, ça sert à rien, ça sert à rien. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on fait des nocturnes pour rien. Voilà, c'était un peu ça. Après, effectivement, c'est mieux dans ce sens et de se dire j'ai plus de KPI que pas assez. Mais bon, je pense qu'on aurait peut-être pu être un peu plus efficace de ce côté-là. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'on n'a pas assez investi au début. Et du coup, on s'est un peu retrouvé en parallèle du roadshow à devoir faire des analyses, ainsi de suite. Du coup, c'est jamais agréable parce que les mails s'accumulent dans ta boîte mail, tu n'arrives pas à les dépiler. Et au bout d'un moment, tu arrives, bon, bah, c'est très simple. Olivier, là, il ne peut pas tout faire. Donc, lesquels on ne répond pas ou on répond à moitié, ils auront la réponse à la moitié de leurs questions. Et ceux, on essaie de faire bien. Parce que, voilà. Mais, ouais, non, je pense qu'en effet, l'idée n'est pas de tout faire, mais faire un peu les figures clés et que tout s'insère dans une histoire, plus creuser les 2-3 points, on sait qu'ils peuvent nous poser problème, et là être béton et avoir toutes les réponses. Et après, c'est un peu une question de pouvoir de négo par rapport au fond, quoi, en disant, il y en a qui t'intéressent moyennement, les mecs sont hyper chauds, bon, tu leur réponds à la moitié de les questions et tu sais que ça le fera à peu près, et d'autres, il faut répondre le lendemain et avoir réponse à toutes leurs questions, parce que sinon tu sais que tu es à risque dans le process. Si, ça j'ai un autre point aussi. En fait, moi je sais que j'ai eu un VC qui a vu un de mes fichiers, en fait il comprenait, c'était mon fichier derrière, et qui pour moi était hyper clair, mais vraiment, quand je dis, mais qui ne comprend pas, il est stupide. Enfin vraiment, et en fait au bout d'un moment, en fait, j'ai compris pourquoi il ne comprenait pas, parce qu'il manquait, bref, il manquait un truc. Et en fait, je pense aussi qu'il faut essayer de se mettre à la place de quelqu'un en fait qui découvre le business. Et du coup, en fait, il faut penser l'ergonomie du fichier de telle sorte en fait que la personne n'allait pas à se dire ok, je me mets dans ce fichier, c'est parti, mais plutôt ok, donc la conclusion elle est là. Ok, la conclusion elle est là, donc il veut me prouver ça, et après il peut aller dans les détails, dans les raw data s'il a envie d'avoir des informations. Mais en fait, il faut penser les fichiers de telle sorte en fait qu'ils soient agréables à lire, même si la personne en face elle est financière. Bah franchement, ces raw data, les fichiers dégueulasses là qui va être lui envoyé avec tous les raw data et tout, je pense que c'est pas très agréable en fait à lire. Et ça, c'est un feedback en fait qu'on a pris au fur et à mesure, parce qu'en fait nous on s'est mis ouais, on va lui donner toutes les données, comme ça il pourra rien nous dire, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il y a peut-être quelques informations en fait qui doivent plus être mises en avant. Et il faut partir de la conclusion et après expliquer comment on est arrivé à ça. Et je pense que c'est ça que... Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un très très bon point, quoi. Et c'est aussi ce que tu disais, hein. C'est essayer quand même d'avoir une histoire écrite et de savoir où on veut aller et où on veut mener les personnes en face. Et je pense qu'on va d'ailleurs en reparler aussi en parlant un peu du roadshow, mais c'est quelque chose qui est hyper, qui est essentiel. Et pour autant, c'est sûr que la raw data est hyper importante parce qu'on va vous la demander dans tous les cas. Et si le truc raconte que la moitié,
ça va être chiant pour vous après de revenir et de réenvoyer. Donc il ne faut pas hésiter à avoir un truc très complet. Mais effectivement, mener les gens là où vous voulez, et exactement ce que vous décriviez tous les deux sur les trends, etc., c'est absolument clé. Mais en fait, le truc qu'on faisait même, c'était un Google Doc quoi, avec les réponses aux différentes questions. On écrivait même les résultats du truc en disant en référence à l'onglet machin pour quand tu regardes les données. Quoi. Et on avait tendance à moins partager, à vraiment répondre de manière assez exhaustive aux questions que les mecs posaient plutôt que de balancer plein de trucs en faisant des bons temps. Ce qui est un point de vue compliqué de dire s'il y a une bonne manière de faire ou pas, parce qu'à l'inverse, ils veulent tester des trucs et si jamais ils peuvent pas tester le point, tu peux vite avoir tendance à sortir. Pour ça, c'est un trade-off quoi. Plus partager, être hyper transparent, ils peuvent aussi tomber sur des trucs qui leur plaît pas, être au contraire assez contrôle fric sur l'info que tu files. À l'inverse, il peut manquer un truc et du coup ça peut leur faire peur. Pas juste milieu à trouver. Ouais, exactement. Bah, je pense qu'après c'est un juste milieu quoi. Il faut leur filer suffisamment pour les rassurer, mais pas non plus ouvrir la porte de Pandore et leur dominer. Et je pense que ça dépend aussi énormément en fait du business sur lequel vous travaillez, parce qu'en réalité, là, moi, je vous donne un point de vue du coup d'un investisseur qui donc back quand même des business qui peuvent devenir énormes à long terme. Donc, on est très risque adverse et on veut juste voir un peu le potentiel de la boîte. Donc, le message des boîtes qu'on va backer, donc Aircall d'ailleurs et 360 rentrent un peu dans cette théorie, même complètement. Et c'est des messages où on veut voir vraiment le potentiel derrière d'expansion de la boîte, etc. Il y a d'autres boîtes, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans la salle qui sont seulement dans des boîtes plutôt avec un profil un peu différent, qui a un profil où les VC qui vont s'y intéresser sont des VC qui sont un peu plus adverses au risque, qui attendent plutôt un beau profil de profitabilité, etc. Donc il faut aussi énormément réfléchir au message qu'on veut apporter en fonction de qui on a en face de soi. Enfin, ça va de soi, mais je pense que c'est très très important de vraiment bien réfléchir aux gens et de très très vite, et on va en reparler tout de suite, mais de très très vite ressentir l'intérêt aussi que vous avez et de quel pool de VC cet intérêt vient. Et je pense que ça va avec le roadshow, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà, mais je pense que c'est très très important. Le CFO a un rôle absolument clé dans les levées de fonds, et je trouve dommage parfois de toujours voir le CEO au meeting. Alors je pense que sur le côté un peu histoire, le côté aspirationnel, c'est très important d'avoir des meetings avec le CEO, mais pour autant, dans la longueur, je trouve que c'est très important pour vous d'essayer de demander toujours à assister au moins à un meeting pour les VC, notamment les plus importants avec lesquels vous sentez qu'il peut se passer quelque chose, parce que vous allez vraiment comprendre l'esprit de la levée. Et ça va énormément vous aider aussi à répondre derrière et à préparer les choses avec une histoire qui est cohérente par rapport à ce que vous avez entendu en fait du VC. Donc pour moi, ça c'est hyper important. Et je sais que vous avez justement eu des expériences un peu différentes là-dessus, donc ça peut être aussi intéressant que vous partagiez, mais pour moi, je conseille absolument pas. Et du coup, en tant que VC, c'est quoi pour toi le bon moment pour une startup pour se doter d'un CFO? Ça dépend du sujet, encore une fois, parce que tu vois, si c'est des sujets aussi qui peuvent être par exemple très régulés, très fintech, etc., tu peux avoir besoin de quelqu'un beaucoup plus tôt en réalité. Hein. Mais si c'est des sujets beaucoup plus SaaS ou des consumer business qui n'ont pas forcément besoin, je pense que c'est plutôt pré-série B. Donc tu vas vraiment du coup apporter une valeur financière du moins. Alors après, on discutait tout à l'heure avec Forest par exemple. Donc Forest sont entre seed et série A, ils ont déjà embauché un CFO, mais finalement le rôle du coup est beaucoup plus large, qui est aussi hyper intéressant. Il y a du HR, il y a du legal, il y a du GDPR, etc. Mais sinon, si vous arrivez avec un vrai rôle financier, souvent c'est pré-série B. Voilà. Moi, sur la partie roadshow, je pense qu'on a fait beaucoup de meetings. Enfin, de base, il y a eu énormément de fonds dans le process, donc on avait beaucoup de meetings, j'en ai fait pas mal. C'est très très bien pour en effet identifier un peu les points qui peuvent bloquer, quoi. Que ce soit le space, bon après là c'est plus la manière de présenter l'histoire, ainsi de suite, que ce soit sur certaines métriques, certains KPI. Et ce qui permet de bien avoir les red flags en tête en disant si le mec demande ça, il va vouloir checker ça en tête, et du coup c'est ça la façon de présenter l'histoire. Et bien la retravailler, ainsi de suite, et donc participer au meeting aide vachement à bien identifier ces points-là. Après, notamment sur un process où tu rencontres énormément de gens, c'est divide and conquer, quoi, au sens où on n'allait pas être à deux sur tous les meetings, juste pour une raison de temps, et du coup, il y a un moment où moi je faisais tous les follow-up et toutes les questions un peu financières, et c'était plutôt le CEO qui était en frontline et qui faisait les meetings physiques, quoi. Et je faisais des calls de follow-up derrière sur les data requests, ainsi de suite.
Ouais, c'est ce que je veux dire. Non, je pense que le reste, on a fait. Du coup, moi, en fait, j'ai pas du tout fait moi, j'appelle ça les rendez-vous aspirationnels, les premiers rendez-vous avec les VC. On n'a pas... Moi, j'ai pas du tout fait ça. Donc, je n'ai pas du tout participé à ça. C'est vraiment Nicolas et Guillaume qui sont allés, les fondateurs, qui sont allés tout seuls. Alors, nous, on a vraiment une culture de la synchrone. Alors, du coup, moi, j'ai quasiment rencontré aucun VC, à part pour le board et l'AG. Donc, c'est tout. Donc, en fait... Donc moi, c'était vraiment des calls en fait. C'était des calls. Après, j'en ai fait beaucoup, parce que nous aussi, on avait beaucoup de VC dans le process. Donc en fait, moi, j'ai pas du tout participé à ce que tu disais qui aurait pu effectivement être intéressant, parce que en fait, moi, les VC, en fait, je les découvrais au téléphone au moment où ils me posaient les questions. Et donc du coup, effectivement, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant que je puisse participer en amont et que je me dise, ah, celui-ci, il va plutôt vouloir telle information, etc. Et peut-être orienter mon discours en fonction. Après, effectivement, il me demandait plutôt des questions sur la KPI, les variations, que je vous avais dit, on avait travaillé en amont pour expliquer les variations, donc ça s'est bien passé. Mais effectivement, je pense que ça aurait été intéressant si j'étais un peu plus impliquée sur la première partie. Mais d'après ce que je comprends, c'est pas la norme. Non. Donc du coup, c'est pas du tout la norme. D'habitude, c'est plutôt les CEO qui vont faire la première partie. Juste pour finir, il y a un gros boulot quand même du CFO d'être hyper consistant dans l'histoire. Et pour moi, notamment sur des CEO qui sont très vision, et ainsi de suite, peut avoir tendance, ou en tout cas quand il y a 2-3 fondateurs, à pas être hyper cohérent dans l'histoire qu'ils vont raconter, et ainsi de suite. Et là, pour moi, il y a un énorme boulot d'aligner tout le monde pour être sûr que entre le meeting 1, le meeting 2, le meeting 3, le meeting 4, les mecs vont raconter la même histoire. Ou entre VC, parce que les mecs se parlent. Et je serais VC, ça me ferait flipper qu'il y en a un qui me raconte ça, l'autre qui me raconte ça. Et donc voilà, et notamment avec les chiffres, moi c'est très clair, l'histoire c'est ça. L'histoire c'est ça quoi, tu le répètes et l'histoire c'est ça, et on ne dit pas à ça parce que sinon ça devient un enfer. Je suis d'accord. Oui, c'est mieux d'avoir qu'une seule histoire. On est plutôt d'accord. Vous avez des questions ? Après, pour moi, la fin de la phase, c'est un peu, on est une term sheet, quoi. Fin du roadshow, après différents meetings, boum, en tout noir, on arrive à une ou plusieurs term sheets. La partie, voilà, vous pouvez compléter, mais la partie, pour moi, choix de avec quel fonds on part et la valo, et ainsi de suite, c'est quand même très CEO, mais on était assez peu impliqué dans le truc, quoi. Parce qu'il y a pas mal une histoire de fit avec justement les potentiels investisseurs et un trade-off avec la valo, forcément, de la boîte. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est ce qu'on en discutait hier, je trouve que c'est intéressant aussi pour vous, potentiellement, enfin, si vous pouvez être impliqué sur 2-3 meetings, notamment avec les fonds avec lesquels vous pensez qu'une term sheet va être issued à la fin, parce que en réalité, donc le CEO, on néglige souvent l'importance en fait de la personne avec qui on va travailler. En réalité, et ça c'est un truc aussi que je pouvais discuter avec votre CEO, c'est que pour moi la valo, on va dire, et le principe général de la levée, c'est important, mais pour moi le plus important c'est vraiment la personne avec laquelle vous allez travailler, parce que franchement c'est un mariage, hein, c'est 10 ans ensemble, et si la personne, moi j'ai vu plusieurs cas de VC qui étaient extrêmement difficiles avec les entrepreneurs, ça peut devenir très rapidement un enfer. Donc en réalité pour moi c'est plutôt vraiment s'axer sur ce personal fit, et parfois il se trouve en fonction des histoires, si le CEO par exemple est solo founder, que pour lui aussi prendre cette décision c'est pas forcément évident, parce qu'il n'a que l'impression première que cette personne lui a donnée, et donc si vous pouvez aussi vous impliquer là-dessus et partager les impressions, même si à la fin effectivement la décision lui reviendra à lui, parce que c'est lui qui va vraiment être en première ligne avec les VC, pour moi c'est une valeur énorme pour lui si vous pouvez lui apporter ça. Donc je vous le conseille énormément, parce qu'aussi, justement, je pense que vous allez être de plus en plus impliqués dans les boards aussi au fur et à mesure, et donc c'est aussi important pour vous potentiellement d'avoir un avis sur les personnes qui vont être autour de la table, parce qu'une boîte devient aussi de plus en plus financière avec le temps, quoi. Donc pour moi c'est très très important. C'est marrant parce que hier, Romain, tu disais au téléphone, tu disais ouais, c'est vrai que quand tu fais un sheet, tu réfléchis beaucoup à la valo et tout. Non, au final, franchement, c'est l'histoire, pour moi, c'est pas ça, quoi. Après, la valo, avoir une première discussion pour faire monter l'échelle de la sauce et essayer de tirer la meilleure valo. Voilà, en effet, nous, on n'est pas parti avec la valo la plus haute qu'on a, notamment pour des raisons de suite,
puis, moi honnêtement, il y avait des fonds que j'aimais beaucoup et des fonds que j'ai pas trop aimé pendant le roadshow, parce que je voyais comment il affichissait et je me disais, bon, ça va être compliqué en fait, on va le faire, mais ça va être compliqué. Et honnêtement, c'est vous après qui allez travailler avec le fonds, le board, c'est vous qui allez le préparer. Donc c'est important de dire au CEO, moi celui-là je le sens un peu moins. Et ça peut être pour des raisons très rationnelles, il réfléchit d'une telle manière et moi je suis pas d'accord avec cette manière de réfléchir, ou vraiment ça passe pas. Il y a ça, et puis aussi ce qui est intéressant c'est que donc nous on a parlé en board avec notre board, l'ancien board du coup, et la première chose qu'ils ont dit, c'était ok, ce board-là, il va être, ce VC, pardon, il va être sympathique, les points positifs, ça va être ça, ça et ça. Ce VC-là, ça va être plus compliqué, mais par contre, il va vous apporter, etc. Donc en fait, dans la conversation, il y avait même pas la question de valo, en fait. Il n'y avait même pas la question de valo. Il disait, ce fonds-là va vous apporter ça, il va être chiant, et ce fonds-là va être plutôt sympathique, mais il apportera quand même ça. Et en fait, du coup, ça fait vraiment partie de la conversation, en fait. Vraiment le fit, et de où est-ce qu'on va aller. Donc en fait, il y a les deux, en fait. Il y a vraiment les deux. Et je suis d'accord avec les deux parties. Mais du coup, quand vous avez plusieurs term sheets, donc évidemment le fit, la valo, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la comparaison des term sheets qui permettent de s'orienter plutôt vers une que l'autre? Il y a aussi l'avis du board actuel, évidemment. Ouais, ça. Mais bon, normalement, si le board est bien, il ne vous impose rien. Voilà. Pour moi, c'était beaucoup qu'est-ce que les fonds peuvent nous apporter, quoi. En termes de, on a des problématiques de scaling aux US et des problématiques on veut des mecs qui connaissent le space, la téléphonie, et ainsi de suite. Et donc, est-ce que ces mecs-là peuvent nous apporter ça? Ouais, donc qu'est-ce qu'ils ont en portefeuille actuellement? Ouais, c'est quoi les expériences précédentes des mecs qui seront au board? Est-ce qu'ils ont été board members de boîtes dans un space assez similaire? C'est quoi leur réseau aux US? Ouais, je pense que c'est ça qui est le plus important, effectivement. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Hein. Tu avais autre chose à... Non, mais en 2-3, quoi. Faut un fit, valo et qu'est-ce que les mecs apportent. Je pense que, pour moi, dans l'ordre, le valo, c'est vraiment le dernier, encore une fois. Parce que ce que les mecs peuvent apporter, c'est absolument clé aussi, hein, de vraiment réfléchir à ce dont vous avez besoin et ne pas hésiter. Mais ça, c'est pareil, c'est plutôt le rôle du CEO, mais à faire des ref calls avec les CEO du portfolio, en fait, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé dans les différentes histoires. C'est absolument clé. Le reste, après, il y a pas mal de négos. Il faut quand même, mais bon, ça souvent, vous avez aussi des avocats, on va en parler après, mais il y a pas mal de choses qui ne sont pas du tout acceptables dans une term sheet, donc il faut aussi être très vigilant là-dessus, mais souvent, c'est pas forcément le travail d'un CFO de regarder ça, mais il faut quand même bien connaître toutes les clauses pour faire... Ouais, il faut bien choisir ses avocats et des gens qui ont fait beaucoup de levées de fonds, parce que ça va être... voilà, franchement, d'un fonds à l'autre, les choses peuvent être très différentes. Je pense que les gros fonds européens ont une approche très US et souvent qui est assez entrepreneur-friendly, on va dire, mais il y a des fonds qui sont plus conservateurs, qui vont mettre des clauses qui sont un peu compliquées, donc il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes parce que ça peut vraiment poser des problèmes à terme. Donc, la dernière chose que j'ai rajoutée, c'est sur la value, la manière dont on avait réfléchi au truc, c'était une fourchette. Et si la valo est dans cette fourchette-là, ça nous va. Et là, on choisit sur les autres critères. Si en revanche c'est en dessous du minimum de la fourchette, là, le mec est out, il n'est pas capable de monter. Et en fait, souvent, c'était assez... il y a eu 2-3 term sheets où les mecs étaient trop bas, mais de genre 50%. Donc c'était clairement out. Et les 3-4 ont réussi à être dans la fourchette. Donc c'était vraiment 30% en dessous, désolé. Voilà, il y a assez peu de cas où il y avait la fourchette, on avait 3-4 dedans, c'était très bien, c'était d'autres. Moi, il y a un autre point, je pense qu'il est important, c'est de savoir dans le temps, dans les 2-3 ans à venir, comment va agir le fonds, est-ce qu'il est prêt ou pas à remettre au pot s'il y a besoin d'un bridge ou pas. Ça, c'est hyper important parce qu'il y en a, ils arrivent, c'est one shot et il n'y aura pas plus. Donc s'il y a un moment de galère et qu'il n'accompagne pas dans ce moment de galère, ça peut devenir très compliqué. Et pour revenir sur le rôle du CFO, moi, quand je fais le BP avec les fondateurs, c'est d'apporter le côté très pragmatique. Parce que souvent le CEO, il voit le marché, c'est énorme, et puis on peut développer par là, et puis par là, et puis par là. Et moi, si j'ai appris une chose, c'est que quand on vend un BP et qu'on ne le respecte pas, et que voilà, on a un petit moment de down, et ça peut arriver à n'importe quelle start-up, et qu'après les fonds sont là, qu'est-ce que vous avez fait, vous m'avez survendu votre projet,
Là, c'est le pire du pire, parce que tout le monde est déçu en fait, et il n'y a plus de relation de confiance. Et quand on a perdu cette relation de confiance, ben, le bridge, c'est compliqué. Donc là, il faut à chaque fois challenger tous les chiffres. Moi, à chaque fois, c'est les KPIs. Ok, tu vas me dire que tu vas faire un taux de croissance de temps sur la transformation de ton funnel et tout ça, par exemple. Il faut challenger, dire comment on va le faire, quel projet on va mettre en place, et pour ce projet, combien on va devoir dépenser, pour après l'expliquer simplement au fond ou au potentiel investisseur. Et ça, c'est hyper important. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça, c'est absolument plus. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a deux types, mais c'est là où peut-être que j'ai une approche complètement biaisée, mais c'est caricatural, mais deux types de fonds, quoi. Des fonds très US qui investissent beaucoup sur la vision à 10 ans de la boîte et au final, le BP à 2 ans, On s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Versus des fonds où pour le coup, ils veulent absolument faire le bridge, comprendre les différents leviers, est-ce qu'en effet ils sont à l'aise sur chaque levier et on va pouvoir faire le plan à 3 ans. C'est vraiment deux types complètement différents de fonds, on a vu les deux. En fait, il y a une réalité, c'est qu'évidemment, faire un BP, c'est complètement absurde. Quand une boîte, faire un BP, on va dire à 5 ans, ça n'a aucun sens, hein, dans un certain sens. Je pense que ce qui est très important, et c'est ce que tu disais aussi, c'est finalement c'est préparer plutôt, on va dire, le short term aussi, et dire voilà, aujourd'hui, en fait, c'est préparer aussi le montant qu'on veut lever, quoi, tout simplement. Hein, c'est de dire aujourd'hui, on a besoin de 15 millions et les raisons sont les suivantes, quoi. Et c'est plutôt préparer les 18 mois à venir, plutôt qu'essayer de faire un truc complètement absurde, mais toujours en ayant en tête évidemment la vision et de dire ok, donc là, a priori, c'est plutôt dans 2 ans qu'on va aux US, ou c'est plutôt dans, je sais pas, 1 an qu'on commence à aller sur cette verticale, et donc du coup, pour ça, on a besoin de ça et ça, quoi. Donc ça, faut le garder en tête. Après, mettre des chiffres sur ce genre de choses, c'est absurde, mais c'est vrai qu'il y a des fonds qui vont effectivement vous demander, donc il faut être un peu préparé à ça quand même, quoi. Et je sais pas, on l'avait, mais il y a des fonds où vraiment c'était... et d'autres où on a eu des calls de 2 heures sur expliquer le pourquoi du comment, on pensait qu'on allait pouvoir faire ce levier de machin. Good. Donc la partie suivante, c'était sur les audits. Oui. Donc post-term sheet, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu as eu plus de chance que moi sur ce sujet. Tu peux commencer. Ouais, moi ça va être assez court. Déjà, c'est là où, en discutant, j'ai un peu l'impression qu'on a réussi à dire au fond, notamment parce qu'on avait plusieurs term sheets et c'était un peu dans les conditions, il n'y aura pas d'audit financière et technique, c'est fini. Il y aura juste un audit juridique et on boucle ça en 3 semaines. On prend nos avocats, on boucle ça en 3 semaines, terminé, bonsoir. J'ai absolument pas été impliqué dans le process pour une raison de bande passante, machin. C'est un peu Olivier, le CEO, qui a géré ça. En vrai, ça lui a pas pris beaucoup de temps et du coup, c'est comme une lettre à la poste. Alors moi, pas du tout une lettre à la poste. Alors donc moi non, au contraire, j'ai eu des audits, 3 en même temps. Du coup j'ai eu la finance, le juridique et le technique. Donc la LOI, ils ont été gentils, donc ils m'ont réduit à 2 semaines, mais ça veut dire que j'ai eu 3 audits pendant 2 semaines. Alors du coup oui, effectivement c'est très important. Juste pour vous dire, donc la finance c'est assez classique, c'est des demandes finalement qui étaient plus ou moins ce qui avait été demandé par les fonds, mais en plus détaillé, puisqu'ils allaient vraiment dans le détail de la comptabilité, de tel poste de comptabilité sur les 3 dernières années. Voilà, ce sont des choses. Le juridique, très très intense, pareil, sur les, je crois que c'était 3 ou 4 dernières années là, sur le coup. Ils sont vraiment allés vérifier chaque document, chaque PV, de CA, d'AG, etc. Très très painful. Et après, donc, il y avait le technique. Et le technique, alors moi, ça m'a un peu tenu, apparemment. Je ne sais pas si c'est commun ou pas, mais du coup, ils nous ont audité notre crédit d'impôt de recherche et toutes nos subventions en fait qu'on a pu avoir. Et je sais pas, moi j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre qui avait été audité là-dessus. Au début, le technique, moi je croyais qu'ils allaient auditer la plateforme, les codes, etc. Non, du coup c'était pour moi aussi. Et donc du coup c'était... Donc du coup ils sont allés rechecker tous nos crédits d'impôt recherche, quel dossier on avait envoyé, etc. C'était un peu moins painful, mais c'était un peu plus painful parce que c'était pas... En fait, ce qu'ils sont allés regarder, en fait je pense que c'était plus pour le long terme, en fait, c'est pour savoir si on avait des possibilités en fait
de pouvoir souscrire à une nouvelle subvention. Sinon, et on avait un risque aussi de se faire retoquer sur notre crédit d'impôt recherche si on ne faisait pas. Parce que mine de rien, je ne vais pas vous mentir, la plupart des startups, elles ne font pas très bien leur crédit d'impôt recherche, elles ne font pas forcément appel à des consultants externes en fait qui vont bien leur faire. Et en fait, je pense que c'était leur principal risque. Parce que quand tu as X 100 cas par an, aussi, sur les 3 dernières années, mine de rien, tu peux te faire retoquer. Et ben, ça fait quand même un bon saut de cash. Voilà, donc c'était ça. Alors moi, ce qui est plutôt intéressant, c'est que du coup, je peux vous parler de ça parce que moi, j'ai fait de la transaction services juste avant. Donc j'étais de l'autre côté. J'étais celle qui demandait les documents pour la finance. Alors du coup, je peux vous donner les bonnes pratiques parce que du coup, j'ai fait ce que j'aurais voulu que tous mes clients fassent quand j'étais en transaction. Du coup, par exemple, donc en fait, le transaction services, la personne transaction services, ce qu'elle veut, c'est mettre les bonnes choses dans les bonnes cases. Donc, du coup, quand elle envoie une liste de documents, bah, c'est bête, mais il faut faire la data room comme la liste de documents, avec 1.1, 1.1.2, 1.1.2.3, etc., avec tous les documents dans les bonnes cases, et un sommaire qui permet en fait d'avoir les liens avec tous les documents, les commentaires à côté, de telle sorte en fait que la personne elle puisse se débrouiller avec les documents de tout. Il n'y a rien de plus désagréable quand on est de l'autre côté de voir une data room et de ne pas savoir où sont les documents, d'ouvrir un doc sans explication, bref, il n'y a rien de plus embêtant de devoir faire des énormes documents de Q&A, etc. Et donc du coup, moi j'ai organisé ça comme ça. Et donc il y a cet aspect-là vraiment d'organisation, ça paraît bête, mais ça fait gagner un temps fou pour les deux parties. Et il y a cet aspect-là, donc l'aspect aussi d'explication de documents, j'en ai déjà parlé avant, et aussi il y a l'aspect timing. Le transaction services est quelqu'un qui fait confiance, mais de manière modérée, dans le sens où quelqu'un qui répond vite, c'est quelqu'un qui maîtrise. Donc moi je sais, après j'étais peut-être très dure en tant que transaction services, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand on mettait 2 semaines à m'envoyer l'analyse du chiffre d'affaires, je me disais là il y a un petit problème, comment ça se fait qu'ils mettent 2 semaines à m'envoyer ça? Donc moi je me faisais un point d'honneur à les envoyer dans les 36 heures chaque document, et en fait ça fait une dynamique en fait de confiance en fait avec les transaction services, et du coup en fait c'est intéressant parce que à la fin en fait il y a une vraie discussion où on voit que la personne n'est pas là en fait pour auditer, parce que je sais qu'elle n'est pas censée auditer, mais mine de rien il y a quand même un peu d'audit dans la transaction, mais elle est plus là pour essayer de comprendre le business, et en fait finalement à la fin elle travaille pour vous en fait cette personne, parce qu'elle va montrer un dossier bien et qui montre vraiment la réalité. Voilà, et il y a une autre chose aussi que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment revoir les rapports. Il ne faut pas accepter que la personne envoie le rapport directement au fond. Ça c'est pas possible, parce que mine de rien c'est des personnes extérieures qui vont regarder votre société, et ils n'auront pas forcément tout compris. Alors je dis pas parce qu'il y a des stagiaires qui travaillent sur le sujet, c'est pas que ça, mais c'est aussi parce que voilà, c'est des personnes extérieures. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, en finance, alors moi j'ai beaucoup aimé la personne qui a travaillé avec moi, c'était une fille très bien et très intelligente, mais par contre elle n'a pas compris comment je calculais l'annual recurring revenue. Alors je ne sais pas si vous savez, en gros je ne sais pas si vous êtes tous en SaaS, mais en gros l'annual recurring revenue c'est la totalité de mes deals live à un moment donné en fonction du booking, c'est-à-dire de la date de signature. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mon fichier de chiffre d'affaires dans lequel il y avait des FAE. Les FAE, vous êtes d'accord, ça se transforme en chiffre d'affaires, donc ça veut dire que la ligne s'élimine, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un churn. Il y a juste la ligne qui s'élimine. Et donc elle a fait un calcul vite fait et elle m'a dit vous avez un montant de churn énorme, etc. Et donc du coup j'ai bien dit, je me dis comment elle a trouvé autant de churn, j'ai jamais eu autant de churn. Et en fait je suis allée regarder, heureusement que je suis allée regarder son fichier, parce que en fait sinon les VC en fait on aurait paniqué, on aurait dit mais attendez, tu m'as présenté un taux de churn à X%, là j'ai 300 cas rien que sur le mois de mai, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc du coup on a rediscuté sur ce sujet-là, j'ai pu représenter la slide et sauver avant que le VC voit, parce que sinon la confiance avec le VC aurait été totalement rompue. Cet aspect-là. Sur le juridique aussi, j'ai plein d'anecdotes, hein, mais en gros, par exemple, nous on est sur ce qu'on appelle un forfait mixte, c'est-à-dire un forfait qui est mi-jour, mi-heure, donc en gros c'est 38,5 avec des heures sup, etc. Et ça, c'est une chose qui est assez particulière au monde du SaaS, et que notre avocat n'avait pas compris.
Et du coup, il m'avait dit tout est faux, vos classifications sont fausses, etc. Moi, je regarde, je dis mais c'est pas possible. Je vais voir avec mon avocat, je dis il me dit bah non, il n'a pas compris le forfait mix parce qu'il ne connaissait pas, enfin il ne connaissait pas, c'était pas quelque chose dans lequel il avait l'habitude. Donc il a appliqué forfait jour, il a fait ok forfait jour, grille, non ça marche pas. Alors qu'il y avait une autre réflexion à avoir derrière. Et ça, encore une fois, si j'avais montré ça au VC, vous imaginez, il dit bah attendez, vous savez pas tenir vos RH, c'est pas possible, etc. Donc vraiment revoir les rapports. Et revoir chaque ligne, à faire des calls avec la personne, rediscuter chaque ligne. Franchement, je suis sûre que vous pourrez éliminer la moitié des points. Et c'est un standard, c'est-à-dire qu'il t'envoie toujours le rapport avant de le soumettre aux investisseurs, ou c'est à toi d'aller intercepter le rapport Moi, je t'avoue qu'ils ont été tous assez bienveillants et qu'ils ont tous été assez bienveillants. Et moi, quand j'ai demandé, ils me l'ont envoyé directement avant d'envoyer le rapport. Donc, non, sauf le juridique. Le juridique l'a envoyé avant. Et du coup, je leur ai dit que. Voilà. Mais du coup, ça s'est bien passé. Mais je ne sais pas si c'est la norme ou pas. Honnêtement, déjà, ouais, pour moi, je ne sais pas forcément ce que tous les fonds font, évidemment, hein, parce que je connais quelques-uns des pratiques. De notre côté, je sais qu'on est très très light, mais c'est pareil, parce que c'est un peu dans la. C'est dans l'idée que nous on est plutôt sur un projet, sur une vision, que sur vraiment le détail, on va dire, voilà. Alors évidemment nous on va faire plutôt l'audit technique, je pense qu'on n'ira jamais regarder ce que tu as eu quoi, mais ce sera vraiment plutôt un vrai audit technique, plutôt sur la tech stack qu'autre chose quoi. Mais après voilà, je pense que c'est d'un fonds à l'autre. Et puis aussi, le truc, c'est que d'une boîte à l'autre, les sujets sont très très différents. Donc, nous, quand on fait une fintech ou une assurance, là, pour le coup, la due deal va être extrêmement longue parce que c'est des business extrêmement régulés. Et là, on est sur autre chose, quoi. Mais sinon, sur d'autres sujets, les choses peuvent se dérouler de manière très light, comme Romain. Je vais pas vraiment répondre. Ouais. Mais en fait, non, pour répondre à ta question, en y pensant, j'envoyais pas mon rapport. J'envoyais pas mon rapport quand je travaillais pour un fonds, j'envoyais pas à la boîte si elle me le demandait pas. Et d'ailleurs, même si elle me demandait, je pense que j'aurais bien fait. Quand même, parce qu'effectivement, si ces gars font n'importe quoi, tu sais qu'une fois. Tu sais qu'une fois que tu as le retour du fonds qui te dit je comprends pas cette slide, etc. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est hyper important en fait d'essayer de demander en amont. Et puis tu sais, les auditeurs concrètement, si tu leur donnes bien tes documents, je sais pas quoi, ils sont cool. Hein, donc je veux dire, tu les appelles et tu leur dis est-ce que tu peux me donner juste ton rapport. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu aucun souci, il y en a aucun qui m'a dit non. Donc franchement, bien sûr. Je pense que c'est faisable. Vous avez des questions? Je pense que j'ai beaucoup parlé là, mais... Non? Ok. On allait parler aussi un peu de l'aspect juridique, de la façon dont il faut travailler aussi avec les avocats, parce que vous allez sûrement être en contact. Moi, je pense que mon seul conseil, c'est... et je suis vraiment désolée, je vais bientôt devoir partir aussi. Je m'excuse en avance parce que j'avais un événement en fait, de travail qui est prévu depuis très longtemps après, donc je suis désolée. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est juste que vous mettez la pression, quoi, parce que franchement, j'ai vu des trucs, mais c'est délirant d'un avocat à l'autre, les process qui s'éternisent. Enfin, bon, vous devez connaître pour certains, mais c'est vraiment, je vous conseille de ne pas hésiter à essayer de maximiser le côté, on met des timelines et on y va, parce que les discussions peuvent s'éterniser, et du côté avocat-fonds et du côté, les deux ensemble, ça va faire souvent une chimistrie assez particulière. Donc, voilà. Peut-être qu'on essaie de conclure assez rapidement. Ouais, super. On peut parler peut-être de justement, rapidement post-round, et puis ce que vous disiez qui était à refaire ou à pas refaire. Quoi. Allez, rapidement. Non, mais essayer de préparer le post-round, même anticiper un peu, je ne l'ai pas assez fait et j'ai un peu payé les pots cassés après, quoi. En termes de recrutement, parce que forcément, il y a staffé une équipe avant si elle n'est pas staffée après, notamment avec l'argent de la levée et ainsi de suite, puis donc lancer les process de recrutement le plus tôt possible. Il y a quand même pas mal de changements de dynamique en termes de board, parce qu'on passe sur des boards très entrepreneurs à beaucoup plus financiers. Et donc commencer à préparer ça, à compter ça pour ne pas se retrouver dans la seringue avec les nouveaux boards à la bourre. T'es en série A? Non, on a fait la série B là. On a posé la série B. Exactement. Et surtout qu'en fait le seed de la série A c'était Balderton. Donc c'était même un peu des réflexions de seed quoi, encore. Et donc il y a eu un gros gap, on est en train de l'avoir, un gros gap de changement de dynamique en termes de board, en termes d'attente par rapport à la finance. Il n'y avait pas de finance avant mars, quoi, janvier, donc il y a une équipe à construire, les recrutements ça prend du temps. Les 3 mois que tu perds à lancer ton process de hiring, je peux dire que tu t'en mords bien les doigts après. Quoi. Et se dire c'est la levée, c'est le truc le plus important.
oui, mais d'un autre côté, c'est un peu des réflexions de court terme, mais tu te retrouves vraiment dans la seringue après. C'est ça. Et moi, si je fais un peu ce qui s'est bien passé, les trucs qu'on fait un peu différemment, je pense que le timing était très bon. On a lancé la série, le process et le roadshow au bon moment, les chiffres étaient bons, la dynamique était bonne, et c'est quand même vachement important. Quand les current trading tombent tous les mois et que tu es sur un process de roadshow, tu te sers le. Donc putain, j'espère que j'aurai pas un mois pourri parce que sinon ça va changer quoi. Il y a eu pas mal de boulot sur la préparation et tout, et je pense que c'était quand même, au final, ça a pas mal aidé dans le roadshow, la dynamique avec les fonds, le process. Un investissement que je referai. Les trucs qui ont un peu moins, justement, un peu différemment, je pense qu'on n'a pas assez investi en amont à bien écrire l'histoire, à faire les analyses, on a voulu un peu rusher le truc, parce que les chiffres étaient bons. Ça, je rattrape toujours le coup, mais un peu compliqué, quoi. Importance de bien être hyper focus et de shortlister DVC et d'aller les voir et de vraiment chouchouter le process avec eux versus essayer de tirer hyper large parce que 50 process en parallèle c'est 50 process que tu fais moins bien que si tu en as 10. Et voilà. Moi, pour le post-round, je suis totalement alignée. On passe d'une vision plus entrepreneur à une vision EBITDA. Avant, on suivait surtout le cash, après, on suit l'EBITDA. Franchement, c'est pas désagréable parce qu'on se sent un peu plus écouté. Parce qu'au début, le cash, on sait bien, l'EBITDA, c'est quand même plus intéressant à présenter. Là, je suis totalement d'accord là-dessus. Donc, si c'était à refaire, moi, ma fierté, en fait, notre fierté à G360, c'est d'avoir fait cette levée sans leveur de fonds. Donc, on a hésité un peu au début. On en a contacté un, d'ailleurs. On avait quasiment fini le process d'ailleurs, et en fait le board nous a dit non, faites-le seul, vous allez vraiment apprendre. Et en fait c'était une très bonne idée, parce que certes c'était un peu plus compliqué parce qu'on a tout fait tout seul, mais c'est vrai qu'au-delà d'avoir une vraie expérience, on s'est posé les vraies questions, ce que je vous disais sur la partie KPI, etc. Alors que si ça avait été avec un lever, on aurait eu limite, on aurait dit il faut présenter comme ça, et maintenant essayer de faire rentrer dans les cases votre business. Et du coup c'est un peu... Je ne dis pas que tous les leveurs de fonds ne font pas, mais en tout cas, moi, je suis assez contente en fait qu'on ne soit pas passé par un lever et qu'on ait vraiment appris à présenter notre business de notre façon finalement. Je suis absolument d'accord là-dessus. En 2 secondes, je vous dis juste que, honnêtement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un truc que français, ça. L'histoire du lever de fonds, on voit ça nulle part ailleurs. Et donc, d'ailleurs, quand j'en parle à mes collègues, à chaque fois, Europe ou US, ils sont de quoi tu parles? Ça n'a aucun sens. Et le business fait 2 millions de revenus, ça n'a aucun sens. Et je suis complètement d'accord. Parce qu'en réalité, encore une fois, c'est votre histoire. Pourquoi vous avez besoin de quelqu'un pour la raconter? C'est ce que tu disais sur l'audit aussi. C'est votre histoire. C'est un moment où vous allez justement la mettre en place et revoir certaines choses. Voilà. Pour moi, c'est clé d'essayer de le faire si vous pouvez vous-même. Surtout s'il y a un CFO dans la boîte, pourquoi passer par quelqu'un d'extérieur? Ce qu'on se disait, c'est que si jamais vous en avez jamais fait, vous avez peur de ne pas le faire, vous pouvez toujours pinguer à droite à gauche, avoir des discussions avec des gens qui l'ont fait, un peu comme on fait ce soir. Quitte à prendre un peu un mec qui passe une demi-journée par semaine, qu'on a déjà fait, et qui va vous aider à dire attends, les analyses, il faut que tu fasses ça par rapport à ton business, on prépare des trucs comme ça. Il faut nous poser la question si tu veux, ça veut dire. Du coup, non, mais nettement, en fait, je pense que ça. En fait, en tout cas, moi, je sais que le lever, je m'étais un peu posé la question aussi parce que je me suis dit, c'est ma première fois, en fait. Si je me plante, est-ce que je vais planter la boîte? Forcément, en fait, on se pose ces questions, on a un peu peur, etc. Mais finalement, en fait, ça se passe bien et on peut trouver le coaching, là, on peut le trouver. Donc, rapidement, parce que je veux partir. Est-ce que je ferais différemment? Bon, je vous avais parlé de penser l'ergonomie des fichiers en amont, ça j'en ai déjà parlé, et justement pour la gestion des avocats, effectivement mettre la pression. Oui, c'est vrai que j'imagine que vous travaillez tous avec des avocats. Alors, c'est rien à voir avec le fait qu'ils soient doués ou pas, parce que les avocats sont super, mais par contre, c'est vraiment très dernière minute. Et moi, ils avaient un biais, c'est qu'ils raisonnaient par document au lieu de raisonner par actionnaire. Donc ça veut dire pour tel document, on va avoir besoin de ça, ça, ça et ça pour tel actionnaire. Pour tel document, etc. Donc c'est-à-dire que les actionnaires, comme il y avait 15 documents, je les ai contactés 15 fois pour leur demander des documents différents. C'était un peu un facteur d'énervement, honnêtement, cet aspect-là. Et aussi l'aspect communication, parce que c'est pas parce que vos CEO ils parlent avec les avocats qu'ils ont forcément parlé avec les anciens actionnaires. Par exemple, nous, il y en a un qui devait démissionner du board et il n'était pas au courant. Donc quand je lui ai envoyé sa lettre de démission du board, il n'était pas très content. Voilà, des petits trucs comme ça. S'assurer vraiment qu'il y a une communication. Bon, c'est une anecdote, après ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, voilà. Mais bon, s'assurer que ce qui est dit entre les avocats et avec le CEO, les autres personnes sont aussi au courant. Voilà.
Communication. Voilà, finalement, la communication, c'est souvent une bonne chose. Vous avez peut-être, on peut prendre 2 questions, et puis après, je suis désolée, je vais tracer, mais si vous avez encore 1 ou 2 questions. Ouais, alors, moi, je suis un peu plus mitigé sur une banque d'AF pour nous accompagner. Je pense que ça dépend du développement, pour parler pour nous, en série C. Ah oui, ah non, là, pardon, je ne parlais pas. Alors là, je suis d'accord. Ok, parce que ils ont été hyper précieux pour nous, et moins pour comment nous présenter. On s'est toujours présenté, et ils ont beau refaire leur BP qui ressemble vachement au nôtre, il faut naviguer entre les deux, et ça c'est une complexité, c'est vrai à gérer. Là où ils ont été utiles, c'est pour gérer toute la partie gouvernance et gestion des actionnaires existants, et sans eux, et c'est là où il y a eu leur vraie valeur ajoutée, on aurait eu beaucoup de mal à faire passer tel term sheet qu'on préférait un peu plus côté management vis-à-vis des actionnaires qui étaient existants, qui à un moment ont fait une fronde et s'étaient levés, et les gars qui arrivaient disaient ok, votre boîte est top, mais si on doit se taper ces mecs-là au bord, c'est peut-être pas idéal. Et là, c'était vraiment précieux d'avoir la banque qui nous accompagnait. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai que ça c'est il y a tellement peu de boîtes qui arrivent en série C que je parlais même pas en fait de ça, parce que effectivement, je pense que plus la boîte grossit, on arrive sur des trucs hyper structurés, et des histoires Spotify qui fait son IPO tout seul, il faut y aller quoi. C'est très très courageux et c'est génial. Franchement, bravo, et je trouve que si vous pouvez arriver à le faire, c'est exceptionnel, mais c'est vrai que quand la boîte commence à lever des montants de 70 millions plus, par exemple, alors là, effectivement, ça a peut-être du sens. Ou avoir un certain âge, ouais, ça Voilà, ouais. Lever non, mais bon, c'est sur une histoire de maturité, effectivement, là, tout commence à se processer avec le temps. Mais je trouve que sur des plus petites séries, ça a beaucoup moins de sens. Mais bon, après, chacun aussi se sent à l'aise avec des histoires un peu différentes. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais choix, et ce ne sera jamais un mauvais choix de le faire. Je trouve que c'est juste que voilà, si vous arrivez à vous approprier votre histoire, c'est le plus intéressant. Une autre question? Ouais. Moi, c'est plus une question opérationnelle dans la préparation de l'ALV. J'en ai 2. La première, c'est combien vous étiez dans votre équipe, dans vos équipes respectives pour préparer cette data room et tous ces KPIs. Et plus particulièrement, toi, dans ton cas, sur du SaaS, est-ce que tu avais un outil pour gérer tous tes abonnements et tes souscriptions et ton churn, etc. ou c'était que d'Excel? Alors, première question, pour le nombre de personnes, les fondateurs étaient très impliqués. Donc bon, ils n'ont pas créé la data room, mais ils ont été très impliqués dans les calculs et sur le son, donc c'est vraiment tous les trois pour penser les decks, etc. Après, pour créer la data room, moi j'avais une office manager à l'époque, j'en avais qu'une. Et donc on a créé les choses de deux, mais concrètement, c'était moi. Elle a aidé à faire des petites choses, mais c'était moi. Et pour la partie SaaS, en fait, on a Salesforce déjà, toutes les données viennent de là. Après, honnêtement, je ne fais pas encore confiance 100% à Salesforce pour calculer un ARR. Enfin, je fais pas confiance à mes sales en fait, plutôt que à Salesforce. Pour calculer un ARR, donc je t'avoue que je check les deux, donc j'ai tendance à faire sur Excel. Pour l'ARR, même si j'ai quand même un ARR calculé sur Salesforce, j'ai plutôt tendance à avoir mon historique sur Excel. Pour vérifier mon terme, l'idée c'est qu'évidemment je n'utilise plus Excel. En tout cas pour la levée. Moi pour répondre c'était beaucoup moi et le CEO. Et c'était un peu un souhait aussi de ne pas trop déborder en termes il y a un business à faire tourner et à un moment juste on limite le nombre de personnes impliquées dans le truc parce que on va finir par défocuser tout le monde là-dessus. Donc en gros c'était tous les deux. Et en termes d'outils, nous on est pur SaaS, beaucoup de choses automatisées en SQL et ainsi de suite. Mais après, ça se finit en extract Excel. Voilà. C'est vrai que parfois, quand j'arrive en meeting et que là, je vois 10 personnes dans la salle, je fais mais get back to work, tu vois, c'est c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, normalement, il faut pas que la boîte se défocus à cause de ça. On peut perdre énormément de temps. Surtout que les process peuvent être très très longs. Donc, je t'ai posé la question de dérive un peu des ressources à droite à gauche et de taper dans le machin pour qu'ils nous aident à faire les analyses et ainsi de suite. On s'était dit, c'est une connerie, il faut arrêter. Il y a un moment où on fait ça. 2 c'est déjà beaucoup pendant 6 mois, donc on s'arrête. Très cool, je propose qu'on en finisse là, qu'on passe à l'apéro et comme ça si vous avez des questions vous pouvez continuer, comme ça on peut libérer notamment Éléonore. Ça vous va? Ok, merci beaucoup.